Et salut à tous les rouleurs, très heureux de vous retrouver pour la dernière de la saison. Ouais, très heureux, mais un peu triste quand même. Ça y est, la saison touche à sa fin. Le Tour de Lombardie a eu lieu, Pogacar a gagné. Et ben voilà, on va faire la dernière de la saison aujourd'hui. Comment ça va les gars? Ça va Polo? Ça va très bien, Joseph. Ravi Un beau d'être. programme. Hein, oui, oui, on a un très, très beau programme pour bien finir l'année. C'était une très belle année. On prendra le temps de remercier d'ailleurs tous les gens qui ont participé de près ou de loin en fin d'émission. Mais en attendant, on a une très belle émission à faire avec plein de thèmes très intéressants qu'on a un peu choisis tous les trois au cours de la journée. Donc ça va être cool. Ouais. Effectivement, Robin, est-ce que tu es chaud? Parce qu'il y a pas mal à dire aujourd'hui. Je suis très très chaud. J'ai réussi à faire un plein d'essence hier soir, donc je suis d'une sérénité absolue. On peut y aller quand tu veux. Ah, allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, on va se faire en gros un gros bilan de l'année. On va décider, je vais vous demander qui pour vous est le coureur de l'année. Et c'est un choix qui, franchement, n'est pas facile. Il y a débat Moi aussi, je trouve. Mais bon, on verra ce que dit Polo. entre deux hommes. Ouais. On va voir, mais c'est intéressant. Je pense qu'il peut y avoir des questions en tout cas qui se posent. Le français de l'année, ça n'a pas été l'année exceptionnelle pour nous, mais on va quand même désigner qui a été le meilleur des Français, Bah, à il y a eu des savoir, Français qui ont performé quand même, qui ont fait des belles oui, choses. on a eu des Ça peut meilleures pas années, être. quoi. C'est ça que je veux te dire. Ah oui, oui, mais On va pas se mentir. on a été, j'allais dire mal, on a été habitué au caviar hein, depuis quelques années maintenant quand même, le cyclisme français. C'est sûr, c'est sûr qu'on n'aura pas ça tous les ans. Non, Mais, c'est sûr. euh, mais oui, on a faire une année, faire comme ce que les Français avaient fait, je sais pas, en 2018 ou 2019, 2019. voire 2010 Ouais. voire 2020. Oui, c'est sûr que bah déjà, soyons contents de l'avoir vécu, d'avoir pu le débriefer, d'avoir pu faire de belles émissions autour de ça. Mais bon, voilà, on va pas bouder notre plaisir. On a vu quand même de très belles perfs des Français et une belle génération en plus actuelle et à venir. Donc, alors que je vous devais l'entendre, mais les poubelles ont décidé de passer dans ma rue, donc je vais fermer Non, la on fenêtre, l'entend pas. Joseph. On l'entend Franchement, pas. rien Tu entendu. peux faire un live tweet. Vous allez vite les Ça nous va entendre, à très mon avis, j'arrive. Après les Français, on va se faire la déception de l'année. Là aussi, alors ça fait jamais plaisir, mais c'est vrai qu'on a des attentes en début de saison et certains coureurs passent à côté, certaines équipes passent à côté, certains faits d'actu aussi peuvent retenir notre attention dans ce sens-là. La surprise de l'année aussi, l'équipe de l'année et la déception de l'année en termes d'équipe. Quelle équipe est vraiment passée à côté et est-ce que vous en attendiez plus? Et on terminera cette émission. Et comme d'habitude, toute l'émission, on va la faire avec vous. N'hésitez pas à commenter un maximum. On prend un maximum vos commentaires parce qu'à la fin, on va se faire des notes sur 20 autour de questions. Ce sera vraiment la fin de Ouais, l'émission. c'est à vous de nous les proposer, les gars. On n'aura pas le temps de parler de tous les coureurs et de tout le monde. Donc, à la fin de l'émission, on fera des petites notes sur 20 et Voilà. vous nous direz La sur saison quel de thème. Pinot, par exemple. Ouais, le transfert de Mark Cavendish chez BNB, voilà. Vous nous demanderez quelle note Après, sur 20 c'est pas on met à ce annoncé, c'est pas transfert. officiel. C'est pas officiel, c'est pas officiel. Ah, il y Avec a la Rick famille Chiesa, Riquier qui est là-bas. en poisson pilote, ça va régaler Ouais. ça. Et donc, on pourra noter aussi le Tour de France. Enfin bref, vous n'hésitez pas à en parler avec nous de tout ça. On démarre du coup l'émission avec cette question. Qui est le coureur de l'année? Dans laquelle on va aussi se poser la question qui a le plus beau palmarès, mais qui aussi a été le plus actif. C'est une analyse à faire qui est pas forcément facile. Je rappelle juste très rapidement les vainqueurs des très très grands événements qui ont été donc Milan-San Remo a été gagné par Matej Mohoric. Ensuite, le Tour des Flandres a été gagné par Mathieu Van Der Poel. Paris-Roubaix a été gagné par Dylan Van Baarle. Jay Hindley a gagné le Tour d'Italie. Jonas Vingegaard a gagné le Tour de France. Remco Evenepoel a gagné le Tour d'Espagne. Le Tour de Lombardie a été gagné par Tadej Pogacar et Remco Evenepoel est le champion du monde. Donc voici le palmarès des très grandes courses. Il n'y a pas que ces courses-là pendant la saison, mais ce sont les très grands rendez-vous. Question en commençant par l'un de vous deux. Je ne sais pas qui veut prendre la main, mais Vas-y, qui Romain. pour vous est le meilleur coureur de la saison? J'ai pris des notes. J'ai des petits trucs là. Ouais, il a écrit un livre, quoi. Bon, bah rendez-vous à la fin de l'émission alors. Non, il y en a qu'un petit bout pour le coureur de l'année. Moi, je dirais Remco Evenepoel assez indiscutablement. Je sais pas.
pour moi, il peut y avoir un mini débat avec un autre coureur qui est Tadej Pogacar, mais en vérité, je le règle assez rapidement ce débat. Pour moi, Tadej Pogacar est le meilleur coureur du peloton, c'est indéniable. Il est celui qui peut gagner sur le plus de terrains différents aujourd'hui. J'ai envie de te dire, quasiment n'importe quelle course dont il prend le départ, il peut la gagner. Pour Remco, c'est peut-être pas encore tout à fait le cas. En revanche, sur la saison qu'ils ont fait, je place Remco au-dessus de tout le monde, tout simplement parce qu'il a tout réussi. Il a coché tous les objectifs qu'il avait cette saison. Il voulait aller sur la Volta, il l'a gagné. Il voulait aller sur les championnats du monde, il a gagné. Et il pensait aller Bastogne-Liège, il l'a gagné. Qu'est-ce qu'il pouvait faire de plus? Aujourd'hui, je pense que tu pouvais pas demander plus à Remco Evenepoel que ce qu'il a fait. Il gagne 15 courses sur l'ensemble de la saison. Alors que Tadej Pogacar, il y a comme un gros point noir. Oui, il fait deuxième du tour, mais ça veut dire qu'il est battu sur son objectif numéro 1 de la saison. Donc, pour moi, c'est un gros changement. Enfin, c'est une grosse différence entre la saison d'Evenepoel et la saison de Pogacar qui fait basculer clairement en faveur du Belge. Paul. Moi, je suis plutôt d'accord avec Robin, même si on pourrait peut-être nuancer sur les performances aussi de Tadej Pogacar, mais clairement, moi, je suis du même avis que mon acolyte Remco Evenepoel est le coureur de cette année. Je pense que, comme Robin, il n'y a pas de discussion. On aura des débats peut-être un peu plus animés dans la suite de cette émission. Mais Pogacar, il lui manque quand même quelque chose face à Remco cette année. Et ce vrai point noir, entre guillemets, c'est d'avoir raté un nouveau succès sur le Tour de France. Tadej Pogacar, s'il gagne le Tour de France, là on discute. Là, on discute. Et Oui, là, mais j'ai envie de te dire, s'il gagne le tour, il est oui, coureur de voilà, la saison. il est coureur de la saison. Après ça empêche rien à la magnifique saison de Poggi, qui du premier jusqu'au dernier, hein, des Strade Bianche jusqu'au Tour de Lombardie, a été d'une régularité assez extraordinaire. Donc bravo à lui et bravo aux autres. Mais Remco Evenepoel a fait une année d'extraterrestre. Je vois pas comment on peut empêcher de donner à un mec qui a gagné un monument, les championnats du monde et un grand tour la même année, le titre de meilleur coureur de la saison. Ce serait presque de la malhonnêteté. En fait, si on se dit aussi qu'on compare avec les années précédentes, Pogacar fait moins bien qu'en 2020 et qu'en 2021. Donc, comment un mec qui fait moins bien que les 2 saisons précédentes pourrait avoir fait la saison parfaite, entre guillemets, puisque c'est ça qu'on juge. Le coureur de la saison, c'est celui qui fait la meilleure saison par rapport à ce qu'on attendait de lui. Et Pogacar a fait moins bien que les 2 années passées. Donc forcément, il ne peut pas, pour moi, être le coureur de l'année 2022. Après, ce qui n'empêche pas, une fois encore, qu'il soit le plus fort, le coureur numéro 1 du peloton au sens global. Juste, il n'a pas fait la plus belle saison. Mais évidemment, il faut mettre à son crédit ce qu'il a fait sur les classiques, avec sa victoire en Lombardie, le numéro qu'il fait sur les Strade Bianche, la victoire au Canada, évidemment son Tour des Flandres, qui pour moi a été un moment hyper marquant de la saison. Je ne m'attendais pas à avoir un Pogacar aussi fort sur le Tour des Flandres et jouer la gagne dès sa première participation, dès sa deuxième course flandrienne. Mais voilà, il faut remettre en... Qu'est-ce que le coureur de la saison finalement? Il faut le remettre en perspective. C'est pour moi celui qui fait la meilleure saison par rapport à ce qu'on attend de lui. Et cette année, ça ne peut pas être Tadej Pogacar qui s'est loupé sur l'objectif numéro 1. Il gagne 15 fois quand même Pogacar cette année. 16 Pogacar, 16 15 Remco. J'ai mal compté. En comptant, en fait, vous comptez par exemple, s'il gagne sur le Tour de l'Algarve une étape et qu'il gagne, je dis une connerie pour Remco par exemple, et qui gagne le classement général, vous comptez ça comme 2 victoires en fait. Ouais, Parce bien que sûr. sinon, c'est Ah 12 oui. victoires, 12 victoires, dont 2 sur la Vuelta pour Remco Evenepoel, et 13 victoires, dont 3 sur le Tour de France pour Tadej Pogacar. Après, ça reste un palmarès qui est bon pour Tadej Pogacar. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Tour de Lombardie, et avec des belles victoires quand même sur les C'est une Strade très belle Bianche saison. C'est une très et belle saison. Tirreno notamment. C'est pas une saison. C'est pas une saison au niveau des 2 précédentes. C'est juste ça. L'un n'empêche pas l'autre. Tu peux avoir un petit coup de moins bien. Ça montre aussi la qualité de Tadej Pogacar. Il a eu un mois de juillet un peu moins bien que les 2 précédents. Peut-être même qu'il a été aussi bon et que c'est juste qu'il est tombé cette fois-ci sur un Jonas Vingegaard qui était au-dessus. En tout cas, il a des accomplissements un tout petit peu moindres que les 2 années passées. Et ça n'empêche pas que c'est incroyable ce qu'il a fait. Même dans une saison où il est moins en vue, je sais pas, mais moins clutch, moins finisseur finalement sur les résultats là où on l'attend,
ça reste un bilan magnifique. Et lui-même, il l'a dit après la Lombardie. Il a dit j'ai fait une saison fantastique. Mais on va quand même pas oublier qu'il a été battu sur le Tour de France alors qu'il était double tenant du titre. C'est ça, et sur qu'il le a été coureur de battu au l'année, Flandre alors qu'il aurait dû le gagner. C'était sûrement le plus fort sur cette course. on a Au donc sprint, j'en aurais pas voulu le Tour ouais. des Flandres. Oui, mais intrinsèquement, à mon avis, c'était le plus fort. Sur le sprint, pas sûr, face à Van Der Oui, Poel, je suis pas non, mais sûr. oui, tu m'as compris. Sur l'ensemble de la course, oui. Sur l'ensemble de la course, s'il y en a un qui est capable de lâcher l'autre, c'était plutôt Pogacar sur les derniers kilomètres. Ça, ouais, mais je l'aurais pas mis dans le côté négatif de sa saison. Parce que c'est quand même sa première participation bien au Tour sûr. des Flandres. Je le mets Non, mais je plutôt veux dire, finalement dans le côté positif. je dis pas que ça a un côté négatif, je dis juste que tu gagnes le Tour des Flandres, même si tu gagnes pas le Tour de France, que tu fais bien du Tour de France, je pense que tu peux déjà un peu plus rentrer dans la discussion avec Remco Evenepoel. Ouais, c'est De vrai. par le côté vainqueur d'un monument et de par le côté vainqueur d'une Flandrienne qui, je trouve, classe un homme, celui qui est capable de gagner une Flandrienne et qui derrière est capable de gagner un grand tour, ça classe un homme. Mais bon, c'est du what if. Donc, Hugo dans le chat n'est pas trop d'accord avec l'argument du fait qu'il a fait moins bien que l'année dernière. C'est surtout que s'il était passé à côté du Tour de Lombardie et qu'il perd son titre sur le Tour de Lombardie, c'est un petit peu plus anecdotique. Mais le Tour de France, c'est quand même l'objectif numéro 1 de sa saison. C'est l'objectif numéro 1 de l'équipe UAE. C'est la vitrine principale du cyclisme et de l'équipe UAE. Donc c'est là que l'équipe UAE veut gagner. S'ils ont une seule course à choisir, est-ce que Tadej Pogacar ne paye pas aussi ses ambitions qui sont plus élevées que celles de Remco Evenepoel? Aussi, mais là pour moi, il paye surtout le fait de ne pas avoir remporté la course qui était son objectif numéro 1. C'est ça. Les ambitions, elles sont les mêmes. J'ai l'impression quand même. Remco Evenepoel, il ne veut pas gagner le Tour de France. Il ne veut pas gagner le Tour de Pas France. pour le moment, pas cette année. C'est plus dur de gagner le Tour de France que de la Mais Vuelta. d'un côté, C'est il n'a pas participé au Tour de France, tu vois, donc c'est difficile aussi. Oui, c'est ce que je dis, c'est pour ça faire que un point je parle de comparaison. Et on ne peut pas reprocher à Remco d'avoir que gagné la Non, moi je le Vuelta, qui est le reproche seul pas. tour auquel il a participé. Non, Oui, tu as raison, Joseph, il y a une question de statut et d'attente. Quand tu es double vainqueur du Tour de France, on attend que tu le gagnes une troisième fois, sinon c'est pas une saison réussie. Alors que quand tu as fait un seul tour de 3 semaines dans ta vie, que c'est un Giro et que tu l'as pas terminé, gagner une Vuelta, c'est déjà un accomplissement exceptionnel. Aujourd'hui, si Tadej Pogacar va gagner une Vuelta, c'est bien pour son héritage, ça lui fait un grand tour supplémentaire. Mais aujourd'hui, il a prouvé qu'il devait gagner le Tour de France, que son niveau, c'était vainqueur du Tour de France. Donc à partir du moment où il ne le gagne pas, c'est un échec. Et si demain il dit ma saison elle va être centrée sur la Vuelta, je fais ni le Giro ni le Tour de France, on va regarder ça d'un œil un peu surpris aussi, parce que Remco Evenepoel qui a jamais fait un tour de 3 semaines en entier, il va sur la Vuelta, très bien, il n'y a pas de souci, c'est une décision logique, une progression linéaire. Tadej Pogacar, double vainqueur du Tour, si l'année prochaine il nous dit je fais ni Giro ni Tour de France, ça va être un peu bizarre. Et Broken qui dit ouais, la Vuelta c'est facile, c'est en Espagne et il n'y a que 19 étapes. Pogacar n'a pas été à proprement parler un moins bon coureur que Remco cette année, mais fait malgré tout une moins belle saison. Pour moi, il n'y a pas photo Voilà, au Polonium. c'est exactement ça. Je crois qu'on est assez d'accord là-dessus. Et Hugo qui dit non mais Poggi gagne le Tour de France sans gagner la Lombardie. Il fait moins bien que l'an dernier, mais pourtant il est largement candidat au titre de meilleur coureur. Ça aussi, je suis d'accord. Mais pas lauréat. Parce que l'objectif de sa saison, c'était pas le Tour de Lombardie, c'était le Tour de France. Donc, en effet, s'il garde pas son titre en Lombardie, mais qu'il le gagne sur le Tour, il est complètement dans cette discussion. Par contre, perdre son titre sur l'objectif numéro 1, là, forcément, ça te fait un peu dégringoler. Par contre, je suis assez étonné du commentaire de Devi qui dit moi perso, je mets ni l'un ni l'autre, je mets Van Aert comme coureur de l'année à vous écouter. Il n'y a que les grands tours, n'oubliez pas les classiques. Du coup, Van Aert, meilleur coureur. Attends, les classiques, ils ont gagné un monument chacun. Et puis, ils ont gagné un monument chacun. Et puis, Van Aert fait un Tour de France incroyable, mais est-ce qu'il ne ressort pas très frustré de sa saison de classique? Des classiques, des championnats du monde. Van Aert, on en parle, c'est toujours pareil. Van Aert, quand il a la pancarte, il ne gagne pas. Il ne gagne pas. Alors, tu me mets sur les monuments, je parle. Si tu enlèves peut-être Milan-San Remo, ou mine de rien, c'était quand même le favori quand il bat l'un des favoris quand il bat à la au sprint. Wout van Aert, sa saison, elle est très bonne. Je pense que s'il y a un podium à faire, il sera 3e de ce classement. Mais voilà, par rapport au coureur que c'est, je trouve que sa saison est très décevante. Ne pas
gagner une médaille sur les championnats du monde. T'es sur la déception de l'année, là, Polo? Même si, non, parce que on peut pas non plus parler de déception de l'année quand on sait qu'il y a quand même d'autres coureurs qui sont vraiment passés à côté de 2022 et que lui a fait quand même une masterclass sur énormément des courses dans lesquelles il a parti. Mais par contre, là, on attend Wout van Aert, c'est toujours pareil. C'est les monuments, c'est les Flandriennes, c'est une course comme les championnats du monde qui lui convenait, même s'il y a un jeu d'équipe avec notamment Remco Evenepoel qui fait qu'il n'a peut-être pas joué ses chances à 100%. Enfin voilà, le fait est que moi, j'attends de Wout van Aert de gagner un monument, une Flandrienne. Voilà, c'est exactement ce que j'attends de lui. C'est ses objectifs. Tous les ans maintenant, depuis 3-4 ans, il passe à côté. Ça n'arrivera pas tout le temps, je pense. Il a eu la Mais poisse cette voilà. année. Il a le Covid la veille ou 2 jours Et avant le Tour de France. c'est pas toujours de sa faute, je te l'accorde. C'est pas un reproche ce que je dis là. C'est voilà, c'est un coureur qu'on aime beaucoup et qu'on pense qu'il est peut-être l'un, voire le plus talentueux de ce peloton. Et il mérite d'avoir un palmarès au niveau de ce talent. Pour l'instant, il ne l'a pas. Et la fenêtre se réduit. Au fil des plus les années vont passer, plus la fenêtre va se réduire. Donc j'espère pour lui qu'il va nous faire mentir pour l'année prochaine. Mais tant qu'il n'aura pas gagné un monument, voire deux monuments en plus, il n'est pas, je trouve en tout cas, dans la discussion pour être meilleur coureur de la saison pour l'instant. Voilà, c'était le débat sur le plus gros coureur, le meilleur coureur de la saison. On va passer maintenant aux Français de l'année. Là aussi, c'est un débat qui est intéressant. Et Paul, tu as commencé à en parler tout à l'heure, alors tu ne vas pas te répéter. Robin, comment est-ce que tu juges la saison globale des Français? C'est sûr que c'est pas les saisons qu'on a pu connaître. On en parlait avant de démarrer l'émission, juste avant d'être en live. C'est pas 2018 ou 2019 ou même 2020 parce qu'il y a pas un Julien Lafilippe qui va chercher un championnat du monde, parce qu'il y a pas un Thibaut Pinot qui joue la victoire quasiment sur le Tour de France, ou un Julien Lafilippe qui porte le maillot jaune pendant X jours. Donc évidemment qu'on n'est pas au niveau qu'on a pu être, que les Français nous ont habitués à avoir depuis 4-5 ans, je dirais. Je dirais que ça démarre peut-être en 2016-17 avec les podiums de Bardet sur le Tour, les péripéties de Warren Barguil, le maillot à poids de Barguil, puis d'Alaphilippe. Franchement, depuis 2016-2017, on a été plutôt gâtés, à la fois sur le Tour et ailleurs. On a joué plusieurs années de suite le titre mondial, que ce soit avec Bardet ou Alaphilippe. Donc évidemment qu'on n'est pas dans ces sphères-là. Après, s'il faut en sortir un, c'est quand même possible. Il y a quand même des Français qui ont performé. Il n'y en a pas 50 à sortir, mais moi, j'en vois un net, c'est Christophe Laporte. Et moi, quand j'ai fait un petit peu la liste tout à l'heure des Français qui ont bien marché en 2022 et que je me suis dit, bon, quel est celui qui a le mieux marché selon moi, où j'ai confronté un peu l'image que j'en avais, la première impression, le nom que j'allais sortir en premier avec véritablement ce qu'ont été les résultats cette année, ça s'est confirmé, c'est Christophe Laporte qui a eu une progression monstrueuse avec son arrivée chez Jumbo-Visma, qui a gagné en World Tour, qui a gagné sur Paris-Nice, sur le Tour de France, qui a été d'une aide incroyable pour Wout van Aert sur les classiques, qui fait deuxième d'un Grand Prix E3 où ils font une démonstration. Il a souvent été présent au moment où Jumbo-Visma faisait des démonstrations. Deuxième des championnats du monde en fin de saison. Pour moi, c'est Christophe Laporte, le coureur français de l'année. Polo. Moi, pareil. Je pense que Christophe Laporte est le coureur français de l'année. Après, moi, je trouve que pour revenir un peu sur la saison globale des Français, je trouve qu'elle a quand même été très bonne avec les armes de chacun. Donc, certes, tu n'as pas joué les premiers rôles là où tu avais peut-être l'habitude de plus les jouer il y a encore quelques mois, quelques années. Mais voilà, quand tu vois les performances de Christophe Laporte, quand tu vois David Gaudu qui, mine de rien, peut-être passe à côté de certains objectifs qui s'étaient fixés cette saison, mais qui ne passe pas à côté du principal, qui est de faire un top 5 sur le Tour de France. Je me souviens des discussions qu'on avait tous les trois avant le Tour, où on parlait de David Gaudu. On espérait un top 5, on imaginait un top 10. Il finit 4e du Tour au pied du podium. Rien qu'en ça, c'est un très beau succès pour lui. On ne mettait pas 4e avant le départ du Tour. Ouais. On ne mettait pas 4e au départ du Tour, surtout avec l'adversité qu'il y avait sur ce Tour de France. On a oublié Desmar dans le sondage. Mais ouais, j'allais vous en parler après. Valentin Madouas fait une très belle saison, des Flandriennes vraiment, vraiment impressionnantes. Il va chercher de belles victoires aussi en fin de saison. Dans un rôle, hélas, peut-être un peu trop pour l'instant de coéquipier. Cosnefroy sur l'Amstel, Cosnefroy
Moi, je mets au Desmar devant Canada. Cosnefroy. Romain Bardet fait une très belle saison aussi. Mais Arnaud Desmar, c'est vrai que j'aurais pu le mettre, il n'y avait plus de place, je suis Est-ce désolé. que Desmar n'est pas le deuxième Français de l'année au final derrière Christophe Laporte? Il gagne quand même 7 fois, il gagne 7 fois, il gagne 3 fois sur le Giro, il gagne pareil tour. Ouais. Moi, je En le mets fin de saison, troisième, Joseph. il termine très très fort. Comment? Moi, je le mets troisième. Moi, en fait, je mets à troisième, voire quatrième. Ça se tape avec Godu, je pense, pour la troisième place. Je suis d'accord avec Polo. Tour incroyable de David Godu. Par contre, tout le reste, il y a toujours eu des galères. Parfois pas de sa faute, parfois oui. Et en numéro 2, en fait, je mets Valentin Madouas qui fait une saison qui honnêtement m'a surpris quasiment tout le long parce que je ne l'attendais pas troisième dans le Tour des Flandres. Et rappelez-vous le Tour des Flandres qu'il fait. Ce n'est pas une échappée matinale qui lui permet d'aller faire troisième. Quand ça bagarre dans le Paterberg ou dans le Koppenberg, c'est lui qui est dans la roue de Van Der Poel et Pogacar. Qui s'attendait, même s'il était en train de faire une belle campagne de Flandrienne, qui s'attendait à ce qu'il soit aussi fort sur le Tour des Flandres, honnêtement? Et ensuite, sur le Tour de France, on a tous vu son boulot, en montagne pour David Godu notamment, où il va choper une 10e place. Il aurait presque pu aller claquer une étape en baroudeur sur les étapes un peu casse-pattes de la dernière semaine. Voilà, il va chercher un top 10 au général. Franchement, c'est une saison quasi parfaite de la part de Valentin Madouas. Il lui manque ces grosses victoires que Christophe Laporte, lui, a eues. Mais honnêtement, je mets Madouas en numéro 2 français cette année. Et la troisième place, elle se joue selon moi entre Godu et Arnaud Desmar. Ouais, On peut c'est peut-être. intéressant. Moi, je mettrais Godu, je mettrais Madouas quatrième, moi plutôt, tu vois, C'est vrai? en laissant Godu et Arnaud Desmar sur le podium. Parce qu'il manque à Madouas, c'est des belles victoires. Alors, je ne veux pas faire offense au Tour du Luxembourg, hein, loin de là. Mais certes, on l'a vu dans beaucoup de courses, très impressionnant. Tu parles du Tour des Flandres, mais jusqu'au championnat du monde, ça a été le cas pour Valentin, qui est passé pas loin sur certaines courses. C'est un peu dommage. Il lui manque cette année cette belle victoire, celle que Cosnefroy a, par exemple, même si Cosnefroy, au vu des attentes, c'est difficile de le mettre sur ce podium. Mais Cosnefroy a cette belle victoire, par exemple, que Madouas n'a pas. Voilà. Après, Godu, je vois dans le chat que ça fait un peu débat. C'est où est-ce que tu places le curseur de sa performance sur le Tour de France? Parce que tout dépend de ça. Moi, je trouve que faire quatrième dans le Tour de France, c'est quelque chose de très, très valuable. Certes, ce n'est pas une victoire. Certes, ce n'est pas même un podium de grand tour ou autre, mais c'est hyper valuable. Tout comme je mets beaucoup de crédit, j'apporte beaucoup de crédit à la saison de Romain Bardet. Ses victoires, son début de Giro. Et là, s'il ne le termine pas, et du coup, là, on part sur du what if. Mais j'avais quand même envie de dire un petit mot sur lui parce que il fait aussi lui aussi une très belle saison dans une autre génération, une autre timeline que les autres Français dont on vient de parler. Donc aussi bravo à lui. Mais ouais, moi si je dois choisir un podium, je mets Laporte devant sans aucune contestation possible pour toutes les raisons que Ouais, je Robin pense a, que. pour toutes les raisons que Robin a Ouais, expliquées. Et derrière, Laporte je mets fait Godu et Desmar. l'unanimité. Ouais, C'est clair. C'est sur les deuxième et troisième places du podium qu'il y a plus de débat. Et d'ailleurs, Godu et Desmar après. et d'ailleurs, du coup, on peut souligner un choix, un choix payant, Paul, pour Laporte, tout simplement de partir d'une équipe française pour aller chez Jumbo. Et il a Ouais. véritablement explosé, quoi. Et on avait presque aucun doute là-dessus. On en Presque, avait, hein, je presque. me souviens, On parce avait qu'on le presque. on en avait parlé, l'idée de s'exporter un peu du cocon, du giron dans lequel il était depuis presque 8 saisons. Hein. Tu m'arrêtes, Robin, C'est ça, je crois. si je dis Je l'ai une plus en bêtise. tête exactement. Je sais plus si c'est 8 ou 9, mais c'est ça. C'était pas facile pour quelqu'un qui, on sait, avait beaucoup d'habitudes, beaucoup d'habitudes et ses petits repères côté Cofidis. Le fait est que, de manière globale, tu le sais, quand tu as le talent qu'il a, et on savait qu'il avait du talent, sa polyvalence, sa pointe de vitesse, tout ça, on les connaissait, on savait qu'il avait ça chez Cofidis. Je lisais le commentaire de Tony, je te réponds juste après, Tony. Tu savais qu'il avait un potentiel pas encore exploité à 100%, et c'est tout ce qu'on a vu cette saison. Et tant mieux vraiment pour nous, tant mieux pour la France, parce qu'il sauve l'honneur de la France quand même sur le Tour de France. Sa démonstration sur Paris-Nice, elle est magnifique avec Primoz et Wout van Aert. Et puis ce championnat du monde, où il va nous chercher une médaille d'argent assez fantastique. Sans compter les autres victoires qu'il est allé chercher cette saison. Non, bravo à Christophe Laporte d'avoir fait ce choix risqué de s'exporter dans un pays non francophone, dans une équipe qui n'a pas le même taux d'exigence, je le pense, que la Cofidis. Et en ça, il y a pas tous les coureurs ne sont pas capables de le faire, et bravo à lui. Et surtout, ce qui est impressionnant, on en a parlé la semaine dernière quand on évoquait déjà un peu le cas Laporte. Moi, j'avais dit que j'avais été impressionné par son adaptation
express chez Jumbo-Visma. Alors oui, il y a quelques Belges qui peut-être parlent un peu français, qu'on peut faciliter. Et puis, ses résultats, sa forme sur les courses a joué pour lui aussi. Et l'a instantanément placé comme un lieutenant privilégié de Wout van Aert. Donc, ça aide à se faire une place dans l'équipe. Mais j'ai été impressionné par le fait que ça fonctionne tout de suite. J'aurais pas été surpris qu'il lui fasse un an d'adaptation. Il n'en a pas du tout eu besoin. Et surtout, comme disait Polo, c'est peut-être pas le profil que tu imaginais le plus partir à l'étranger. Quand tu vois un Romain Bardet partir à l'étranger chez DSM il y a 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus quand est-ce que c'était, tu te dis finalement que c'est pas si surprenant parce que c'est un mec qui est très ouvert sur l'extérieur, qui, je pense, parlait déjà anglais, qui s'exporte. Finalement, tu te dis que ça va pas être très très compliqué pour lui. Christophe Laporte, c'est un gars qui était peut-être un peu moins destiné à partir à l'étranger et pour qui c'était peut-être un peu plus risqué, qui était peut-être aussi un peu moins réputé à l'étranger, parce que Bardet, quand il part, il a déjà fait 2 podiums du Tour de France, donc tu as déjà un statut, ça te permet d'arriver dans une nouvelle équipe avec quand même un statut, et en plus, Bardet était parti dans une équipe où il y avait un peu plus de place, on va dire, que chez Jumbo-Visma. Quand tu es Laporte et que tu arrives chez Jumbo-Visma, bah, tu es un peu le petit gars qui vient d'une équipe française et qui va devoir montrer beaucoup de choses. Donc c'était peut-être un transfert, une adaptation plus compliquée que pour un Romain Bardet. Bon, alors après, Romain Bardet est peut-être pas le bon exemple parce que lui, c'était peut-être plus facile que pour tous les autres. Mais voilà, ça rajoute de l'eau au moulin à l'adaptation de Christophe Laporte qui, moi, m'a vraiment impressionné. Et en fait, ce que je me dis surtout aujourd'hui, après cette première saison chez Jumbo-Visma, c'est s'il n'a pas eu besoin d'adaptation, qu'est-ce que ça va être l'année prochaine? Maintenant qu'il va commencer à être très à l'aise dans cette équipe, que l'ambiance a l'air vraiment très agréable, qu'il a l'air de s'être parfaitement intégré. Qu'est-ce qu'il est capable de faire sur une deuxième saison à un âge où il va arriver en plus à la plénitude physique? Est-ce qu'il est capable d'aller claquer des très très grandes classiques? Et c'est lui-même qui le dit en interview. Il dit maintenant je suis un outsider sur les grosses classiques. C'est-à-dire qu'avant je ne pouvais pas les gagner. Aujourd'hui, selon le scénario, je peux peut-être en gagner. Le seul problème de Christophe Laporte pour les grosses classiques, c'est de savoir s'il sera coéquipier ou s'il sera leader. Et je trouve qu'il a eu pour une première année, comme tu disais Robin, et ça, on peut aussi remercier la Jumbo pour ça, c'est qu'il a eu ses chances sur certaines courses, dans certains scénarios, dans certains Et il a profils, su les saisir. Ouais. et il a su les saisir. Donc ça peut donner peut-être des idées, en tout cas, notamment dans la stratégie, des idées pour la Jumbo pour les classiques. Je voulais rajouter un autre truc sur la porte, j'ai oublié, donc Joseph, je te rends la parole et j'espère que ça va me revenir assez vite. Ah bah, tu pourras peut-être en Putain, parler dans la ça me suite fait de chier. l'émission. Ça me fait chier, ça, je me souviens plus. Ça arrive. Meilleur coureur, donc Remco Evenepoel. Meilleur français, Christophe Laporte. On va passer à la déception de l'année, parce qu'il y en a eu, Paul. Est-ce que tu te souviens cette fois de ta déception de l'année? Ouais, je me souviens, je m'en suis noté deux françaises et deux étrangères. Alors, Oh, tu en as noté 4 en fait. ouais, pardon, j'en ai Il noté va falloir quatre. choisir à la fin. J'en ai, Vas-y. j'en ai noté quatre. Les deux français. Je vais commencer par les. Tu en as noté combien, toi, Robin? Tu en as noté 2. Ok, bah c'est quoi, on en fait une chacun. On en fait une chacun, comme ça, Ok. ce sera plus cool. Moi, la première déception, et peut-être que ça va être un peu cruel, mais on ne peut pas me dire que c'en est pas une, c'est la saison de Julien Alaphilippe. C'est la saison de Julien, et ça me fait chier de le mettre dans cette catégorie-là, alors que les années précédentes, c'était plutôt dans les catégories qu'on a parlé en début d'émission. Mais Julien Alaphilippe, alors certes, il est rempli de malchance, de manque de timing, de manque de karma sur toute la saison. Mais voilà, le fait est que Julien Alaphilippe, cette année, c'est quoi? C'est une victoire? C'est le tour de Wallonie? 2, je crois. Peut-être deux. Je ne suis pas allé checker. Mais voilà, ce n'est pas du standing d'un coureur qui peut-être fait partie du top 3, voire du top 5 des meilleurs coureurs du peloton actuellement. Il a un lot de circonstances atténuantes, sa bronchite avant l'Estrade des Bianchi et Milan-San Remo, sa chute sur Liège, sa chute sur la Vuelta, son Covid entre la Vuelta entre sa chute sur Liège, il est de retour, il rechoppe le Covid sur le Tour de la Wallonie et la Vuelta, donc il remet du temps à revenir au plus haut niveau. Il n'a pas eu beaucoup de chance, certes, mais voilà, le fait est que ça en reste une déception pour le chef de file de la délégation tricolore dans le peloton. Robin, ta déception, la première que tu as envie
Moi, c'est Caleb Ewan, le premier qui m'est venu en tête, et je vois qu'il ressort pas mal dans le chat. J'aurais pas besoin d'en parler, c'était un des noms que j'avais cité aussi. Ouais, pour moi, c'est vraiment une grosse déception. Alors, faut dire que 2021, ça avait déjà pas été une année exceptionnelle pour lui, mais il avait quand même gagné 2 étapes sur le Giro. Ensuite, il avait abandonné sur le Tour. Mais là, 2022, c'est vraiment une année quasi blanche. Alors, en plus, il se trouve que ça tombe une saison où l'équipe Lotto avait grandement besoin de points pour se maintenir en World Tour. D'autres ont pris le relais de Caleb Ewan, mais il a beaucoup manqué à son équipe cette année parce que c'est un mec qui est censé gagner des étapes sur le Tour de France et qui n'a pas été capable de peser sur les sprints. Alors, il peut y avoir des fois où tu vas sur le Tour, tu t'es bon et tu n'arrives pas à claquer ton étape. C'est arrivé par exemple à un Jasper Philipsen l'année dernière qui a réussi à conclure enfin cette année. Mais Caleb Ewan, cette année, c'est pas ça. C'est pas, il lui manquait un petit quelque chose pour gagner une étape. Il lui manquait beaucoup à Caleb Ewan pour gagner une étape sur le Tour de France cette année. Donc, je me rappelle, on a couvert le Tour de France jour après jour sur cette chaîne Twitch. On en parlait quasiment quotidiennement quand il y avait des sprints. Il était jamais dans le bon wagon, Caleb Ewan. Donc voilà, moi, c'est un coureur que j'aime bien, un sprinter que j'aime bien. Mais là, honnêtement, sur cette année, ça n'allait pas. Il y a quelques victoires sur des courses de second rang, une seule victoire en World Tour à Tirreno qui a donné un peu d'espoir notamment avant le Giro. Malheureusement, il n'a pas de chance non plus. Giro, il n'a pas de chance, ouais. Parce qu'il là, il tombe sur le premier sprint. Mais... La chance fait partie aussi d'une saison décevante ou pas. C'est ce qu'on disait avec Julien Alaphilippe. Ouais, après, Alaphilippe, il a eu de la malchance toute l'année. Ewan, il ne peut pas dire que c'était toute l'année. Il a eu un moment de malchance, mais il aurait pu s'en remettre derrière. Il se trouve qu'il s'en est parmi. Il y a Jolem qui dit je pensais plus à Gaviria. Gaviria, ça fait un paquet d'années qu'on ne l'a pas vu à son vrai niveau. Et Ewan, moi, je m'attendais déjà après une saison un peu en deçà l'année dernière. Je me disais ça va être l'année du rebond. Il n'y a pas eu de rebond. Du coup, Alaphilippe, Ewan, Paul, qui est ton troisième, alors que tu as lancé un sondage avec Alaphilippe et tu as évoqué Roglic, Van Der Poel ou autre. Donc j'imagine que tu veux parler de Roglic ou de Van Der Poel. C'est un coureur finlandais, autre. Non, moi, je voulais parler de Primoz Roglic que j'avais mis au début, mais que j'ai enlevé. Mais je vois que beaucoup de gens en parlent dans le chat. Donc, c'est dur, hein. Donc voilà, moi, c'est dur comme Alaf, mais c'est. Moi, je trouve qu'Alaf, c'est trop dur de le mettre en déception. Ah ouais? Ouais. Et Roglic, pareil. Bon, Roglic, ça revient à la question à ce qu'on disait sur Pogacar. C'est qu'est-ce qu'il visait cette saison, Primoz Roglic? Oui, mais pourquoi il loupe son objectif? Pogacar, il le loupe parce qu'il est battu par plus fort. Roglic, sa chute sur le Tour de France, il y a des chutes de Primoz Roglic, et je suis d'accord avec toi, il y a des chutes de Roglic, c'est parce qu'il n'est pas assez habile sur son vélo, parce qu'il n'est pas assez bien placé. Il y a des raisons rationnelles qui expliquent ces chutes, et entre guillemets, c'est en partie de sa faute. La chute de Roglic sur le Tour cette année, elle n'est pas de sa faute. Il ne peut rien faire du tout. Oui. Mais après, moi, j'ai abordé le sujet Roglic parce que justement, moi, je l'avais enlevé. Je l'avais enlevé parce que j'étais partagé. Il gagne le Dauphiné, il gagne Paris-Nice, notamment Paris-Nice. C'est cool qu'il le remporte parce qu'il a quand même eu de belles galères sur cette course. Et sur le Critérium aussi. Donc, c'était quand même deux beaux accomplissements pour lui. Mais encore une fois, il fait une drôle de saison. Il passe à côté de son objectif principal aussi. Il est mis à mal dans son équipe par un coureur qui maintenant lui a pris. Est-ce qu'il ne fait pas gagner le Tour de France à Jumbo-Visma, Polo? Bah, si, tu connais mon point de vue là-dessus, Robin, j'en parle souvent. Est-ce que c'est une déception quand tu fais enfin gagner le Tour de France à Jumbo? Je suis en train de te dire justement que moi, je l'avais enlevé pour toutes ces raisons-là. Ah oui, mais tu le remets là. Non, je ne le remets pas. Parce qu'en fait, je voyais dans le chat. Et je voyais dans le chat qu'ils en parlaient. Et vu que tu m'as enlevé Ewan, je me suis dit, je vais rajouter un autre étranger. Mais c'était intéressant de parler du Roglic parce qu'il a une saison avec vraiment deux visions, quoi. Donc, moi, je ne fais pas partie de ceux qui trouvent que c'est une déception. Mais c'était bien d'en parler parce que, mine de rien, je pense qu'ils s'attendaient quand même à une autre saison. Pour moi, pareil. Et puis certains en parlent, hein. Certains en parlent tout simplement, donc il faut l'évoquer. Alors je vois que c'est compliqué effectivement d'évoquer des coureurs qui ont chuté, de faire la part des choses entre le coureur qui aurait pu éviter la chute, le coureur qui a chuté une fois, le coureur qui a chuté deux fois, le coureur qui a chuté sur une course qu'il visait, qui était une de ses grandes priorités de la saison. C'est le cas pour Alaphilippe, pour Ewan, donc on ne peut pas rentrer directement et être certain totalement de le mettre comme une véritable déception. Je sens bien que c'est compliqué, c'est normal. Moi-même, j'aurais eu du mal. Il y a
peut-être des coureurs qui n'ont pas chuté, qu'on n'a pas encore évoqué. Je pense par exemple à un coureur comme Richard Carapaz, comme Alexander Vlasov. Ça, c'est des coureurs qui n'ont pas chuté. Ouais. C'est des coureurs qui avaient des ambitions, peut-être plus Carapaz qu'un autre. Moi, Carapaz Carapaz, je l'ai termine mis, bien c'était sa mon deuxième. Volta, mais Carapaz, il sauve ses ambitions. Il avait alors, plus d'ambition, je te rejoins, Joseph, ouais, notamment sur ce qu'on dit depuis le début, mais Carapaz a toujours su rebondir. Il a quand même fait de très belles choses sur la saison, notamment sur la Volta. Tu me parlais de Surtout, Vlasov. pourquoi il va gagner 3 étapes sur la est-ce que Volta? Parce qu'il a pris un énorme ouais, c'est éclat un au peu classement ça. général. C'est un peu Oui, là où je voulais en venir. Ouais. mais là où d'autres coureurs qu'on attendait sur des classements généraux n'ont pas eu cette capacité de réaction. Moi, tu me citais de Vlasov, et moi, il y a un mec que j'avais cité, c'était mon deuxième étranger avec Ewan, c'est Joao Almeida. Quid de l'assaut pour Joao Almeida, Il a le qui, par Covid à moment, 3 jours de la fin du Giro et il joue le podium. oui, d'accord, il jouait le podium, il jouait pas la victoire de 1, je l'attendais Pas faux. mieux sur la Volta, et de manière globale, il va chercher de belles victoires en Espagne en début de saison. Euh, oui, au vu de ce qu'il avait montré l'année dernière, je m'attendais à un peu mieux de Joao Almeida, notamment sur cette dernière Volta. Alors, il gagne aussi les championnat national chez lui. Mais voilà, ça fait partie. On cherche des déceptions. Quand on va sur le registre des coureurs au classement général, il vient vite dans la discussion, je pense, Joao Almeida. Donc voilà, c'est pour ça que moi je le mettais aussi, parce que aussi peut-être, et ça c'est peut-être moi, mais toute l'année, à chaque fois qu'on faisait les top 10, je le mettais très haut, et à chaque fois j'ai été un peu déçu. Ouais. Moi, je pense que Almeida, je suis un peu plus indulgent avec lui parce qu'il est encore jeune et parce que malgré tout, sur le Giro, il est à un test Covid d'aller peut-être claquer un podium. Donc là, pour le coup, c'est vraiment un truc qui tombe dessus et pour lequel tu peux rien faire. Par contre, Carapace, dont tu parlais, Joseph, moi, je trouve que c'est pertinent d'en parler. C'est très sévère de dire d'un mec qui a fait deuxième du Giro et qui a gagné 3 étapes de la Volta qui fait une mauvaise saison. Mais moi, je suis déçu de la saison de Richard Carapaz. Parce que c'est pas. Peut-être que j'attends trop de lui, mais en fait, j'attends qu'il soit au niveau des tout meilleurs sur les grands tours. Peut-être pas au niveau de Pogacar et Vingegaard, mais cette année, il les a pas croisés sur les grands tours où il est allé. Et ça ne l'a pas empêché de ne pas réussir à gagner. Il se fait battre par Jay Hindley sur le Giro, qui est quand même pas un cador sur 3 semaines. Sur la Volta, il a même pas été dans la bagarre parce qu'il a pris un éclat très très rapidement. Ensuite, il a joué les étapes. Ok, c'est génial. Enfin, il a fait le spectacle, il est allé gagner 3 étapes. Mais je doutais pas de sa capacité à aller gagner des étapes sur la Volta. Quand faut dire quand même que la Volta, c'est une course qui fait souvent la part belle aux échappées. Il n'y a pas souvent des équipes pour contrôler parce que tu es en fin de saison, parce que c'est des leaders qui ne sont pas toujours les mecs les plus attendus. Donc, il y a vachement plus d'ouverture. Richard Carapaz en a profité, tant mieux pour lui. Mais moi, la Volta, j'attendrais qu'il la gagne, pas qu'il fasse 3 victoires d'étape et qu'il termine à 1 heure au général. Donc, ouais, moi, je trouve que je comprends si on me dit c'est trop sévère, on ne peut pas mettre Carapaz comme une déception, regarde la saison qu'il fait, regarde ses victoires et tout. Je comprends. Mais moi, j'attendais honnêtement plus de l'équipe de Richard Carapaz, pardon, et même de l'équipe Ineos, j'ai envie de te dire. Et Bambi soulève la question dans le chat. Ineos tout court, il dit en déception. Il va falloir qu'on se pose la question tout à l'heure quand on va parler des équipes, mais c'est assez incroyable. C'est que Ineos, c'est l'équipe qui, si tu regardes les classements UCI, Pro Cycling Stats, est tout en haut des classements. Mais en vérité, est-ce qu'ils font une saison que tu juges satisfaisante quand tu ne gagnes aucun grand tour alors que tu es Ineos? Je sais pas. Ça Pour va moi, la être, question se moi, pose. en termes de surprise, ça va être un des éléments et d'équipe de l'année, d'équipe décevante, ça va être un point important. La saison d'Ineos, c'est vrai elle est plutôt inattendue, mais dans un bon sens, puis dans un sens un peu plus délicat ensuite. Mais Oui, on va peut-être Ineos, l'aborder on en après. parlera peut-être tout à l'heure, Ouais. mais est-ce qu'ils sont maintenant full focus sur les courses par étapes quand on voit ce qu'ils font sur les classiques, et notamment avec une victoire sur un monument cette saison? Mais bref, c'est pas le Je moment pense qu'on va c'est dire pas le les moment deux, d'en mais parler. ouais, on va en parler après. Enfin, voilà, du coup, Carapaz en deuxième déception, moi, je trouve que ça se défend. Donc voilà pour les déceptions de l'année. C'est pas facile de parler des déceptions. De toute façon, nous, on préfère carrément parler de ce qui va bien, mais on doit aussi parler de ce qui va mal parce qu'on place des attentes et on essaie d'être intellectuellement plutôt honnête. La surprise de l'année, maintenant. Polo, tu as commencé sur la déception de l'année. Robin, qui est ta surprise de l'année? C'est quand même un mec d'Ineos. C'est Geraint Thomas, ma surprise de l'année, 3e du Tour de France. Oh, ça va Honnêtement, pas plaire à Joseph, ça.
Non, mais c'est la perf que j'avais pas vu venir. On en a beaucoup parlé sur le Tour de France, notamment parce que Joseph, t'étais pas content de la façon dont Geraint Thomas allait chercher ce podium. Moi, je trouve honnêtement il a fait un tour assez incroyable. On pensait tous que c'était fini pour lui, qu'il serait plus la carte numéro 1 d'Ineos, surtout pas sur le Tour de France, là où t'envoies tes meilleurs coureurs en théorie. Et bah là, finalement, c'était lui le plus fiable et celui qui allait chercher la meilleure perf, devant notamment Adam Yates qui a été rapidement, qui est devenu un leader de substitution. Donc, ouais, franchement, la grosse surprise pour moi de cette saison, c'est Geraint Thomas sur le podium du Tour, 4 ans après sa victoire. Polo. Moi c'est Guerma et Bignam. Je vois que je suis sur la même longueur d'onde que les gars du chat. Tu savais qu'il avait un potentiel et un talent extraordinaire, mais voir ce qu'il a fait tout au long de la saison, de jouer avec les meilleurs et d'aller chercher aussi une très belle victoire. Et la première à ce niveau-là pour un coureur d'Afrique noire, c'est assez incroyable. Cette victoire sur Gambé-Velgem est pour moi, hors émotion française, peut-être l'une des plus belles victoires de la saison, l'une des plus belles émotions de la saison, voire la plus belle émotion de la saison. Je suis un peu frustré qu'il ait dû quitter le Giro dans la foulée. J'aurais bien aimé le voir. Un mauvais geste technique. Donc on connaît. Technique à parfaire. Mais bon, il va gagner derrière sur un grand tour, c'est assez extraordinaire. C'est assez extraordinaire. Après, Polonium me pose une question et je me la suis posée aussi. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'une surprise? J'ai quand même envie de dire oui. Moi, je pense que oui, quand même. Quand un mec passe de. On a le droit d'être surpris par certaines choses, quand même. Quand un mec passe de favori des championnats du monde junior à espoir, de favori des championnats du monde espoir à favori des championnats du monde sur route un an plus tard, on peut dire qu'il a quand même surpris un peu son monde toute l'année. Donc non, je mettrais Bignam. Après, une petite mention aussi à Olaf Koy de la Jumbo. Et si on reste dans ce registre-là aussi, Arnaud Delis qui fait une très belle saison. Mais là, par contre, tu vois, sur Arnaud Delis, je ne sais pas si on peut vraiment parler de réelles surprises aussi. J'ai moins été surpris par les perfs de Delis que par les perfs du Guermain. Voilà, et par les perfs de Lafcoy aussi, qui mine de rien, a bien scoré pour la Jumbo-Visma cette saison. C'est difficile dans cette catégorie de séparer la surprise et la révélation, un peu. Ouais, c'est un peu ça. C'est pas facile parce qu'on peut aussi parler de Jay Vine, qui fait aussi une belle saison. Robin, toi, t'as mis qui est-ce que tu as Moi, j'ai mis Geraint Thomas. Oui, mais d'accord, mais tu as mis que lui. Il n'y a que lui qui t'a surpris. Bah oui, une surprise. Très bien. Mis que lui. Bravo. Moi, je fais des choix, Joseph. Mais la surprise, Guermain, j'y ai pensé. J'ai pensé aussi à Delis, ça se tenait l'un comme l'autre. J'ai pensé aussi à Hindley, qui est pas mal ressorti dans le chat. Voilà, mon choix s'est porté sur Geraint Thomas, mais il y en a quelques-uns qui sont tout à fait légitimes dans cette catégorie. J'allais dire Hindley aussi, parce qu'on parle de surprise. Pour le coup, qui, au début de saison, là, en janvier 2022, avait dit que Jay Hindley gagnerait un grand tour cette saison. Voilà, je pense que rien qu'en ça, on peut parler de surprise aussi. C'est vrai. Après, il y a eu des victoires semi-surprenantes. Menkis qui va chercher une belle victoire sur la Vuelta, qui est proactif sur presque toutes les courses auxquelles il a participé. C'est aussi une belle surprise. On ne l'attendait plus à ce niveau-là. Après, il y a des victoires semi-surprenantes aussi. Jay Hindley sur le Giro, c'est semi-surprenant. C'est surprenant. Mais Van Barle sur Paris-Roubaix, c'est semi-surprenant. Matej Mohoric, c'est semi-surprenant. C'est pas les grands favoris. C'est des mecs qui font partie mais sur une course d'un jour, c'est pas les 4-5 grands favoris. Mais sur une course d'un jour, c'est habituel que ce soit pas le favori qui gagne. Sur une course de 30 mètres, c'est plus rare qu'un mec sorte de nulle part, qu'une surprise réussisse à venir taper les favoris. Après, c'est pour ça que moi j'irais plus sur des mecs qui ont performé sur 3 semaines, parce que je juge que c'est davantage surprenant qu'un gars qui va réussir à faire un truc sur une journée ou deux. Après, Guermain, il se trouve que lui a fait des classiques, ça m'étonne, mais pourquoi pas. À moins que ce soit un gars qui ait fait une campagne de classique en entier très étonnante. J'ai pensé aussi par exemple à Stefan Koen qui fait une campagne de classique. Fait une très belle campagne de Flandrienne notamment. Oui, mais Van Barle, on savait qu'il était très fort sur les pavés. Van Barle, c'est pas une surprise pour moi. Comme il gagne. Pour moi, Van Barle n'est pas trop dans cette catégorie. Stefan Koen pourrait l'être parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il soit si fort et qu'il claque un podium sur Roubaix. Ensuite, du coup, pour avancer, l'équipe de l'année.
Polo, Oui, qui l'équipe est de ton équipe l'année, de l'année? c'est la Jumbo Visma. La Jumbo Visma, enfin, je sais pas si Robin, tu es d'accord avec ça, ça m'étonnerait que tu ne le sois pas. Je reprends Je mes vais te petites. surprendre, Polo. Oh, ok. La Jumbo Visma, c'est 48 victoires, 113 podiums cette saison. Les performances de Van Aert, celles de Vingegaard, celles de Laporte, celles de Roglic, celles de Lafcoy, on vient d'en parler, aussi. C'est une équipe complète qui est forte partout, qui peut gagner toutes les courses de la saison avec des coureurs différents, sur quel que soit le profil proposé, puisqu'ils sont en train de se monter même sont en train de se créer l'un des meilleurs sprinters en devenir en tout cas du peloton. Ils ont ce sprinter, grimpeur, puncher, coureur de talent extraordinaire Christophe Laporte. qui est Christophe Laporte et surtout Wout van Aert. Cette équipe est complète. Elle récupère Kelderman l'année prochaine, elle récupère Dylan Van Baarle. Pour moi, c'est l'équipe ultime. C'est l'équipe ultime, certes. Alors, Satelli souligne quelque chose de très juste. Il ne gagne aucun monument cette saison. Ça peut jouer quand on fait un bilan comme ça. Mais quand tu vois l'ultra-domination et les pancartes qu'ils ont eues sur toutes les courses qu'ils ont participé et la capacité à agir en leader de peloton sur chaque course, c'est assez impressionnant. Et puis après, comme je l'ai dit, ça se traduit aussi sur le plan comptable avec 113 podiums et surtout 48 victoires. Moi, je trouve que la saison de la Jumbo, certes, il n'y a pas ce petit monument qui peut être le petit grain de sable, mais ça reste une saison très, très solide de la part des abeilles. Je t'ai mis le classement d'ailleurs UCI des équipes et la Jumbo est leader à la fin de la saison. Robin, du coup, qui est-ce que tu as mis? En fait, j'hésitais entre deux. Évidemment, il y a Jumbo. Pour toutes les raisons qu'a cité Polo, ils ont enfin gagné ce Tour de France après 4 ans à courir après, j'ai envie de dire. Ça fait bien 4-5 ans qu'ils sont en train de tout mettre en place pour réussir à avoir ce maillot jaune. Donc évidemment que la saison, elle est réussie. Ils ont en plus survolé le Tour de France. Ils ont fait des démonstrations de force, que ce soit le Grand Prix E3 avec Van Aert Laporte, que ce soit Paris-Nice, l'étape où ils partent à 3, que ce soit sur le Tour de France, il y en a eu dans tous les sens des démonstrations de force. L'étape du Granon est déjà historique. Mais comme disaient notamment certains dans le chat, il y a quelques petits hicks, l'absence de monument, l'absence je dirais, de bagarre pour le classement général sur le Giro ou la Vuelta. Alors sur la Vuelta, c'est pas de chance avec l'abandon de Roglic. Sur le Giro, c'est juste qu'il n'y avait pas de leader de Jumbo pour jouer les premiers rôles. Et surtout, j'ai envie de parler de l'équipe Intermarché qui, en fait, par rapport aux attentes qu'on en avait, pour moi, elle a outrepassé les attentes, mais énormément. Alors, je ne vais pas refaire le laïus de Polo sur Binyam Girmay, on a déjà tout dit sur lui, mais voilà, il peut être la surprise de la saison. Il n'était pas la mienne, mais il est celle de Polo et ça le méritait totalement. Mais il n'y a pas que lui. Je ne pensais pas voir leur collectif aussi fort. Rappelons que c'est une équipe de deuxième division. Ils ont bagarré sur des courses de très très haut niveau avec les tout meilleurs mondiaux. Il y a Quinten Hermans qui fait deuxième de Liège-Bastogne-Liège. Il y a Dries de Vriend qui fait quatrième de Paris-Roubaix. Le même jour, Adrien Petit est sixième de Paris-Roubaix. Alexander Christophe, malgré son grand âge, il est allé claquer encore des classiques en Belgique et un peu ailleurs. Sur les Flandriennes, donc ça a été un festival honnêtement de l'équipe Intermarché. Ils étaient super bien placés à chaque fois. Sur les grands tours, on a Menties qui fait 7e du Tour de France, 11e de la Vuelta. Et sur le Giro, ils font 6 et 8 avec Yann Hirt et Pozzo Vivo. Honnêtement, celui qui me dit qu'il s'attendait à ce que ces mecs-là fassent cette saison-là, c'est pas possible. Et Yann Hirt, je crois en plus, il gagne une étape sur le Giro. Donc, franchement, leur saison, elle est hallucinante. J'ai peur qu'ils ne refassent pas une comme ça, parce que j'ai l'impression que les étoiles étaient un peu alignées. Mais en tout cas, la saison qu'ils font cette année, il faut en parler, quoi, parce que c'est pas normal une saison comme ça, personne l'a vu venir. Ouais, C'est vrai que c'est clair. c'était assez étonnant. Donc Jumbo, Intermarché, l'un ou l'autre, en tout cas, c'est vrai que Intermarché, je pense qu'il y en a pas mal dans le chat, la grande majorité qui sont d'accord avec ça. On termine, les gars, avec l'équipe décevante de l'année. Là, pareil, c'est jamais un plaisir d'en parler. Quand on regarde le classement UCI, on voit qu'il y a certaines équipes qui sont qui ont passé une belle année de merde. Donc, qui est-ce que tu as choisi, Robin? Moi, il y a plusieurs équipes dont j'attendais plus. Astana, Lotto Soudal, notamment avec Ewan. Même Ineos, honnêtement, hein, ils ont fait des bons trucs sur les classiques, oui, je suis totalement d'accord, mais sur les grands tours, notamment Giro Vuelta, j'en attendais beaucoup plus. Après, sur le tour, j'attendais pas qu'ils aillent taper Pogacar et Vingegaard, mais sur les deux autres, j'attendais autre chose.
Mais je vais quand même aller sur BNB Hotel pour la déception de la saison parce que 5 victoires seulement, malheureusement. Le départ de Cocard a fait, je pense, plus de mal que ce qu'on a voulu nous dire, ce qu'on a peut-être espéré aussi du côté de BNB. On a sans doute espéré que le départ de Cocard et celui de Quentin Paché, finalement, ça change pas trop grand-chose à la face de l'équipe et qu'on continue d'avoir des résultats qui se ressemblent, ouais, qui soient dans la même veine, mais ça n'a pas été le cas. Donc évidemment, on n'allait pas demander des miracles à un effectif qui avait perdu ses 2 meilleurs coureurs l'hiver dernier, mais dans ce cas-là, il faut reconnaître que l'effectif il n'a pas été construit non plus comme il fallait. Il y a 11 places de deuxième dans la saison de BNB qui auraient pu faire basculer la saison de décevante à peut-être plus correcte, mais ça n'a pas été le cas. Il manque ces victoires qui changent la donne. Bonamour a été chercher la Polynormande, c'est la plus belle victoire de la saison, mais honnêtement, c'est pas ça qu'on attend. Il y a eu quelques mini satisfactions, les sprints de Lecros sur le Tour de France, Mozzato qui fait quelques placettes, mais honnêtement, ça ne sauve pas le bilan pour moi. Et j'attends de voir la suite. Il va y avoir la ville de Paris qui arrive comme sponsor. On parle beaucoup, Polo en parlait en tout début d'émission, on parle beaucoup de Mark Cavendish qui arriverait pendant le mercato dans l'équipe BNB. J'attends de voir ce que ça va donner. J'ai l'impression que c'est encore un pari. Signer Cavendish aujourd'hui, tu as peu de garanties. Ça peut fonctionner et être un coup de pub énorme si c'est toi qui amène la 35e victoire de Cavendish sur le Tour. Et honnêtement, rien que ça serait une saison réussie. Mais c'est un pari. Donc j'espère qu'ils ne vont pas tout miser là-dessus et que le mercato ne va pas, en tout cas que la construction de l'équipe ne va pas se résumer à Mark Cavendish parce que ça me paraît un peu trop risqué sinon. Paul. Moi, j'étais parti sur IF qui, je trouve qu'au vu de sa team, de sa sélection, au vu de son effectif, c'est plutôt le mot adéquat, fait une saison vraiment très 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 mauvaise, je trouve. Loin de leurs espérances, loin de leurs objectifs. Ils peuvent notamment remercier Magnus Cort qui va chercher cette belle victoire sur le Tour. Mais derrière ça, c'est quand même pas quand même folichon. Et c'est vraiment, je mets ça vraiment en corrélation avec le budget et avec, même si c'est pas l'un des plus gros budgets, loin de là, de l'UCI, je mets ça en corrélation avec le budget et surtout l'effectif. C'est ça. On tombe un peu sur Astana. Astana qui pour moi est l'équipe en termes de résultats purs et l'équipe la plus dramatique cette saison. En tout cas, l'équipe UCI la plus Il se catastrophique. sauve un peu Astana, 4e de la Volta, 4e du Giro. Il se sauve un peu vraiment avec ça. J'ai hésité à les mettre. Ouais, non, mais tu vois, 4e du Giro avec Nibali qui prend sa retraite, mais tu sais pas où ça va, quoi. Miguel André Oui. Lopez, tu sais ce qu'il va t'apporter, mais tu commences à surtout voir ce qu'il ne va pas t'apporter. C'est plus, même si on parle pas de la suite, je trouve que cette année, c'était quand même pas fou. On nous rappelle en plus qu'il y a cette espèce d'embroglio sur Miguel André Lopez. Donc voilà, moi je vais partir sur IF parce que je m'attendais quand même à beaucoup mieux, même s'il y a quand même eu des belles choses chez eux cette saison. Elles sont quand même limitées et c'est surtout que je m'attendais à beaucoup mieux. On termine l'émission, les gars, avec des petites notes sur 20 qu'on peut mettre. Vous pouvez nous proposer des mini-thèmes. On va passer 10 minutes là-dessus. Et la première C'est question. pour les cancres de la classe qui peuvent enfin mettre des notes. Exactement. On vous demande alors on va attaquer le gros morceau, de noter notamment par exemple le Tour de France. Quelle note est-ce que le grand rendez-vous de la saison, après, je ne sais pas si vous êtes d'accord, bon, sûrement, mais ça a été le tour le plus intéressant cette saison. C'est pas toujours le cas. Mais ça a été le moment le plus intéressant de la saison. Quelle note est-ce que vous mettez au Tour de France? Bambi met 17, Nature met 19, 17. Bon, il y a beaucoup de belles notes. Les gars, vous mettez combien? 16. Ouais, je mets un beau 17, moi. Ouais, en fait, il C'est faut plutôt des bonnes notes. avoir en tête les précédents quand même. Je pense qu'on a vécu des tours encore plus ouf en 2020, en 2019. Donc ça atteint pas ces hauteurs-là. C'est pour ça que je garderai les 17, 18, 19 pour ces années-là. T'as préféré 2020 à 2022? Ouais, j'ai préféré 2020, je pense. Enfin, j'ai trouvé ça plus rocambolesque. Il y a eu plus de retournements, j'ai l'impression. En fait, de 2022, j'ai l'impression quand même que on a espéré avoir du suspense sur la fin, mais au fond, on savait qu'il n'y en avait plus trop. Et après l'étape du Granon, peut-être pas tout de suite après, peut-être 3-4 étapes après, quand on a vu que Pogacar n'était pas capable de répondre et de lâcher de nouveau Vingegaard,
on avait un peu compris qu'il y avait un rapport de force qui venait de changer. Et par contre, on a cette étape du Granon qui est complètement au-dessus de tout ce qu'on a pu Démentiel. avoir depuis Ouais. 10 ans. Donc ça donne Rajoute un petit une. point. T'avais Ouais, mis 16. allez, 17. on peut monter à 17. Allez, ouais, moi je pense que 17, c'est une belle note pour ce tour, qui pour les raisons qu'on connaît, qu'on a évoquées. Moi, on pourrait. C'est vraiment. On sentirait bien que Christophe Laporte allait chercher cette victoire, parce que quand même, on est à 24 heures d'avoir un tour qu'on aurait très bien Sans noté, victoire, qu'on hein. aurait vibré sans des victoires françaises. Et, et pour le coup, bah oui, on est français, donc on est obligé d'intégrer ça à l'équation. Mais je pense qu'un 17, au vu de tout ce qui s'est passé sur le Tour de France, même la physionomie globale des étapes, qu'elles soient en montagne ou pas, il n'y a pas eu d'étape de transition. Ça, c'est un vieux truc que j'écoutais, notamment, c'est les rois de la pédale qui utilisaient beaucoup cette expression. Il n'y a plus d'étape de De transition. transition, et en tout cas sur le Tour de France, ça s'est vérifié. Et rien qu'en ça nous a donné un Tour de France assez excitant du début jusqu'à la fin. Peut-être que j'aurais aimé des Français un peu plus proactifs dans la course à victoire d'étape. On regrettera les places d'honneur de Thibaut Pinot. On regrettera Benjamin Thomas, on en regrettera d'autres aussi. Mais voilà, il manque, pour que ce soit un tour exceptionnel, un petit podium français et une ou deux victoires d'étape en plus. Là, je te mets un 18, un 19, et je te le mets au niveau de 2011 ou de 2019 sans problème. Il y a un thème qui est proposé dans le chat par Orsatelli. On va en prendre un au moins. La note, notamment pour Fabio Jakobsen, les gars, qui a fait lui aussi l'actualité. Quelle note est-ce que vous donneriez Attends. à Fabio Jakobsen? Je dirais, je vais voir ces résultats pour être sûr de ne pas oublier un gros truc qui me serait sorti de la tête, mais je dirais 14, 14, ouais, 14. Entre 14 et 15, mais 14, disons, pour la victoire sur l'étape du Tour qui marque son retour et qui marque cette histoire complètement incroyable. Après, il fait pas une saison monstrueuse à côté de ça. Ouais. Il n'a pas dominé les sprints du Tour de France, pas du tout même. Il en gagne un seul. Mais voilà, il a gagné aussi sur Paris-Nice, il a gagné sur Kuurne-Bruxelles-Kurne. Il a fait une saison correcte. Je pense qu'il peut faire beaucoup mieux et ça risque d'être la suite de son évolution. Cavendish s'en va aussi de chez Quick-Step, ça va peut-être lui laisser plus de place. Il a la vocation de devenir le numéro 1 et le sprinter qui domine le gratin mondial. Cette année, ce n'était pas encore tout à fait le cas, donc seulement 14, parce que 14, quand tu es à l'école, c'est les compliments. Et pour sa victoire d'étape sur le Tour, après ce qu'il a vécu, évidemment, les compliments. Ouais, moi, pareil que Robin. Je lui mets un 14, voire 15. Mais dans cette note, il a quand même beaucoup d'affect, et notamment le côté très, très cool, très émotionnel, Émotionnel, hein. émotionnel, Ouais, côté de le émotion. revoir, le côté émotion, de le revoir courir à ce niveau-là, et de le revoir gagner Les deux. totalement dépourvu de cette appréhension dans l'esprit, même si on l'a vu sur le Tour de France notamment. Tu sens quand même que tous les démons n'ont pas été chassés. Moi, Pareil que Merlier arrive chez Quick-Step. Ouais, pas ouf pour ce c'est Tim sorti de la tête. Merlier, va falloir qu'il prouve aussi, Oui, parce qu'il c'est sort vrai. pas d'une saison extraordinaire non plus, même s'il a été blessé. On se souvient de sa chute avant le Giro notamment, qui l'empêche de participer au Tour d'Italie. Enfin bref, Jacobsen, ouais, 14-15 pour 14,5. Mais il y a beaucoup d'affect. Sinon pour sa saison, au vu de son niveau, et s'il n'y avait pas eu cette chute, même si bon, là on est dans les voitives, donc ça sert à rien de dire ça, on va rester ça, 14-15. 14-15, c'est une bonne note, ouais, pour le néerlandais. Ce que je vais faire, c'est qu'on est encore pour 3-4 minutes ensemble. Je vais vous donner la parole chacun un sur un sujet. Robin, je voulais que tu dises un mot, notamment de la saison de Van Vleuten, parce elle a été exceptionnelle. Quelle Et note, Robin? Bah là, c'est 20 sur 20. Hein. Ouais. Là, tu peux pas faire mieux. Hein. Franchement, gagner les 3 grands tours et le titre de champion du monde, c'est injouable. Je sais pas si on réalise la portée de ce truc-là. En plus, avec des démonstrations à chaque fois. Sur le Giro, elle fait une étape monstrueuse sur l'étape Rennes où elle met tout le monde à plusieurs minutes. Sur le Tour de France, je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont vu l'étape. Elle n'était pas bien sur le début du tour. On pensait que c'était fichu pour elle, très clairement, et que ça allait se jouer notamment pour Demi Vollering. Finalement, là encore, sur l'étape qui compte, elle part, elle fait un numéro de je ne sais plus combien de kilomètres et elle va déposer tout le monde, alors qu'on la pensait vraiment pas en forme.
Et puis les championnats du monde, vous avez sûrement vu les images là aussi. Fracture du coude. Bon, c'était peut-être pas une fracture complète, hein, mais en tout cas, fracture du coude, on a annoncé. Et 3 ou 4 jours plus tard, va être championne du monde. Donc, franchement, c'est complètement hallucinant. Tu rajoutes à ça les autres victoires de sa saison, parce qu'évidemment, elle gagne à peu près partout. Mais rien que cet accomplissement-là, 3 grands tours, plus le championnat du monde, avec les histoires qu'il y a derrière à chaque fois et les démonstrations physiques que c'est tout simplement fabuleux. Et puis, on retiendra, je pense, très longtemps l'image de Van Vleuten qui gagne au sommet de la super planche des belles filles, maillot jaune sur le dos, et qui parachève sa victoire sur le Tour de France. Donc, pour le premier Tour de France femme depuis des années. Donc, ouais, je dirais 20 sur 20 parce que tu peux pas faire mieux que ça, en fait. Ouais, bravo championne. Paul, pour terminer, comment ne pas terminer en te donnant la parole sur Thibaut Pinot? Quelle note est-ce que tu donnes à la saison de Thibaut Pinot? C'est intéressant. Et je suis très curieux d'avoir les avis dans le chat. Moi, je lui mets un bon 14 aussi. Ah ouais? Bah oui, tu t'attendais à quoi? 13-12? Bah, évidemment que mon affect pour Thibaut Pinot Rajoute 7 points. me pousse à rajouter peut-être 1 ou 2 points. Mais moi, je trouve ça cool. On en parlait pour Jakobsen aussi. Même s'il ne fait pas la même saison, je suis déjà tellement content de Paul, c'est le prof sympa. le revoir gagner. Ces 2 belles victoires font vraiment plaisir. Il n'y a rien du tout d'aller chercher une belle victoire sur le Tour de France. S'il gagne sur le Tour, tu lui mets 15, 16. Sa saison, enfin, voilà, il faut prendre le contexte. Comme Jakobsen, il revient d'une blessure au dos qui lui a vraiment empêché de courir à son meilleur niveau pendant presque 1 an et demi. Je pense qu'il faut savoir se satisfaire aussi des petites choses. Et après, d'un point de vue purement personnel, Xarfou, je trouve que Xarfou résume très bien ce que je pense. 14 pour la résurrection, 11 pour les résultats. Je pense que c'est très bien résumé et je me situe plutôt dans cette manière de noter. Ça donne 12,5. Si tu es d'accord avec lui, tu donnes 12,5. Moi, je disais 12 parce que c'est les encouragements à l'école. Donc, la saison de Thibaut Pinot, pour moi, elle mérite les encouragements, mais elle ne mérite pas encore les compliments. Pas beaucoup mieux. Ok. Une dernière, Joseph, qui a été posée. On nous demande de noter la carrière de Philippe Gilbert. Et je sais que toi, Robin, c'est des questions dont tu voulais parler. On va se faire des petites notes rapides. On pourra peut-être prendre le temps, notamment à l'intersaison, pour parler plus longuement de ces 3 coureurs, mais donner une note là rapide pour finir aux carrières de Gilbert, de Nibali et de Valverde. Donc voilà, Qu'est-ce que vous regretterez le plus, les gars, entre commencer avec Pipo. Celui que je regretterais le plus, moi, celui qui m'a fait le plus vibrer, je pense que c'est Gilbert. Par le côté aller gagner des monuments 4 sur 5. Moi, ce truc-là m'a vraiment fait beaucoup vibrer. Ces victoires autour des Flandres et sur Paris-Roubaix m'ont fait très plaisir. En fait, ça m'a régalé de voir un coureur qui réussissait à faire la passerelle entre les Ardennaises dans la première partie de sa carrière et les Flandriennes ensuite. Il y en a pas mal qui l'ont tenté. C'est dur de le réussir. Alors après, aujourd'hui, il y a des mecs complètement ahurissants comme Tadej Pogacar qui peuvent peut-être gagner sur les 2 terrains à la fois. Peut-être Wout van Aert aussi. Mais ouais, Philippe Gilbert, pour l'évolution de sa carrière, en fait, Nibali et Valverde, c'est des coureurs qui nous ont fait vibrer, mais qui sont restés plus ou moins, il faut le dire, dans leur domaine tout au long de leur carrière. Je pense que Philippe Gilbert est celui qui a su évoluer le plus. Et on a beaucoup parlé de Nibali et Valverde ces dernières semaines, de leur place dans l'histoire, etc. On a même eu le débat entre nous ici. Mais voilà, si je devais dire celui qui a la plus belle carrière finalement, parce que la dernière fois qu'on en a parlé, on parlait que de Valverde et de Nibali, je pense que Philippe Gilbert, je le mets un petit cran au-dessus. Pas beaucoup, mais un petit cran au-dessus de ces deux-là, parce qu'avoir gagné 4 monuments sur 5, pour moi, c'est vraiment exceptionnel. C'est quand même fou qu'on parle si peu de Philippe Gilbert là, depuis quelques semaines par rapport à Nibali et Valverde. Là, je me faisais la réflexion. Et est-ce qu'il n'y a pas une raison aussi, Paul? C'est que la fin de carrière de Philippe Gilbert est peut-être moins flamboyante que celle des 2 autres. C'est-à-dire Valverde a une belle fin de carrière. En termes de longévité, Nibali au pied du podium du Giro cette année, oui, forcément, ça s'explique un peu comme ça. Moi, par contre, tu vois, en termes de palmarès et même en termes d'émotion, je rejoins Robin, je mets Philippe Gilbert un peu devant les deux. Ce qu'il a fait en 2011 est extraordinaire. Sa capacité à, comme le dit Robin, pouvoir gagner des Ardennaises puis des Flandriennes. Puis quand il a gagné tout ça, la manière surtout dont il a gagné ça, la manière dont il gagne le Tour des Flandres avec le maillot de champion de Belgique,
en solitaire, etc., la manière dont il va chercher aussi le Paris-Roubaix l'année d'après, non, 2 ans après. 2 ans J'ai après, un ouais. doute, ouais. 2 ans plus tard, parce que 2018, c'est Peter Sagan. Si je dis pas de bêtises, Robin, tu m'arrêtes. C'est ça. C'est extraordinaire. La carte de Philippe Gilbert, je trouve qu'elle remplit tout, évidemment, ce qui lui manque. Et à l'aube, on a des coureurs comme Tadej, tu le disais, Robin, capables de gagner absolument toutes les courses auxquelles il participe. Oui, tu peux regarder le palmarès de Philippe Gilbert et te demander pourquoi il n'a pas gagné une course par étape d'une semaine, ou pourquoi il n'a pas fait Je pense que ça n'aurait pas changé grand-chose. Ce qui aurait d'éclat. changé, Mais oui, c'est Milan-San Remo. S'il gagne c'est San ça. Remo, Mais voilà, tu vois, on demande aujourd'hui à un coureur qui a gagné 4 monuments d'en gagner un 5e. Ouais. Et c'est On veut sûr que toujours plus. Philippe Gilbert n'a pas eu je la pense chance qu'il y de a peu de gagner San regrets parce Remo. qu'il a essayé en plus. Oui, oui, non, mais bien sûr. Ouais. Il y a des mecs à qui on peut dire c'est dommage qu'il n'ait pas essayé d'aller sur un autre terrain. Fabian Cancellara, on a pu se dire à un moment, il aurait peut-être pu essayer d'aller sur Liège. Gilbert, lui, pour le coup, a essayé. Et on parlait, la dernière fois, quand on parlait de Nibali Valverde, on parlait de la domination de Valverde sur certaines courses. Celle de Gilbert sur l'Amstel est incroyable. On parlait de la longévité des Amstel et deux. Celle de Gilbert est Valkenburg en incroyable. 2012 aussi. Enfin, tu vois, on peut coller Exactement. les deux choses, parce que la manière dont Et il gagne Valkenburg en 2012, à Valkenburg, de toute façon, c'était sa montée. bah oui. Et quand tu disais, Polo, la saison 2011 de Gilbert, pour ceux qui étaient peut-être pas devant leur télé à cette époque-là, il faut rappeler la saison 2011 de Gilbert. Il fait le triplé ardennais qui avait été fait qu'une seule fois par David Rebellin quelques années avant, alors qu'il est honnêtement pas destiné avec son physique à gagner la Flèche Wallonne notamment. Ensuite, il va gagner la Classica Saint-Sébastien. Il va porter le maillot jaune sur le Tour de France en gagnant la première étape au Mont des Alouettes. Il va porter même le maillot vert quelques jours sur le Tour de France. Et ensuite, il va gagner le Tour de Lombardie en fin de saison. Donc sa saison, elle est absolument dingue. Et aujourd'hui, s'il refait cette saison, s'il l'avait fait cette année, ce serait pas Remco le coureur de l'année, ce serait Philippe Gilbert. Cette saison-là, je pense qu'on n'a pas vu ça depuis Philippe Gilbert. Donc voilà, il n'y a pas les grands tours. C'est un peu un pan de sa carrière. Évidemment, c'est pas le profil pour les grands tours, mais donc on a peut-être un peu tendance à le mettre de côté. Et quand tu dis Joseph qu'on en parle moins, moi je pense que c'est aussi lié à ça. C'est pas un mec qui a gagné des grands tours, c'est pas un mec qui a pesé sur le Tour de France comme Valverde et Nibali, mais finalement sa carrière dans son registre à lui, je pense qu'elle est un cran au-dessus de celle des deux autres. C'est peut-être pour ça aussi qu'en France, il y a moins d'écho. On le sait que la France et le cyclisme, la culture cyclisme se construit par l'intermédiaire des courses par étapes et des grands tours, et surtout du Tour de France. Là où en Belgique, on a quand même une vision différente. Mais voilà, ça ne doit pas nous empêcher, nous Français, de objectivement mettre Philippe Gilbert peut-être un chouille au-dessus des deux autres. En tout cas, c'est mon point de vue, même si j'essaye, et surtout moi, j'essaie d'enlever mes œillères des grands tours qui sont toujours très importantes. Ah, voilà, c'est la fin de la saison, les amis. En parlant de Philippe Gilbert, c'est quand même sympa. Je voulais bien évidemment vous remercier déjà tous les deux, Polo et Robin, pour la saison. Ça a encore été une fois un grand plaisir. Alors, c'est la combientième saison? Je ne sais même plus, j'arrive même plus à compter. Mais On a commencé en 2019, non? Je ne sais plus. Moi, j'ai pour commencé moi, avec vous en 2019. Ouais. pour On va dire moi, qu'avec cette version-là, la vraie version, avec les vidéos et les émissions, les c'est la belles saison émissions en 4. plateau, Avant, c'est c'était un c'est préquel. 2019. Ouais, avant, c'était le début. C'était C'était le c'était préquel. hasardeux. C'était hasardeux. Donc, merci à tous les deux. Vraiment, C'était c'est le tour toujours de un Nether plaisir d'être avant. avec tous les deux. C'est ça. Merci bien évidemment à toute la First Team qui est toujours derrière nous, que ce soit Thomas, Erwan, bien évidemment, mais aussi JB, Jérémy, Tom, qui font bien évidemment partie des décors à la First Team. Merci à tous ceux qui dans le chat et qui ont participé à l'aventure Twitch, qui ont participé à l'aventure Discord. Je pense bien évidemment à des mecs comme Toff, à des mecs comme Michel. Polo, je te laisse ajouter d'autres qui, bien évidemment, ont participé à ce que le Discord cette saison prenne beaucoup d'ampleur, avec de temps en temps certaines problématiques qu'il faut gérer, mais on est là pour ça. Mais au final, à la fin, ça donne quand même une belle aventure, et ça fait plaisir de voir un Discord et une communauté qui tous les jours grandissait, avec notamment un Tour de France qui a été
franchement hyper agréable, une fantaisie que vous avez mis en place et on vous en remercie encore, qui a été franchement exceptionnel. Donc merci beaucoup. On a vécu des moments franchement très forts cette année, au-delà du sportif. On a vécu aussi par exemple Roue Libre a interviewé Bernard Hinault et franchement ton interview Roby de Bernard Hinault restera comme un grand moment historique de Roue Libre. Donc on a passé des steps cette année et c'est notamment grâce à vous. Donc merci encore pour tout votre soutien. Merci d'avoir fait que le lancement de la chaîne Twitch soit une si grande réussite. En tout cas, nous, on le considère comme tel. On espère que ça va vraiment continuer. On va avoir 3 mois de repos et puis on se retrouvera pour le Tour Down Under parce que Ouais, ça pas y est, sûr, il est hein, de pas retour, sûr, les hein. gars. Pas sûr. Polo, il veut pas que tu le Il est dises de Tour retour, rendez-vous le 15 Polo. Tu janvier, il est aimes pas trop, d'accord, Polo. le Tour Down Under. Non, Non, mais oui. merci à tous, hein, comme l'a dit Joseph. Merci à nos modos, Christophe, Steph, Michel. Merci surtout, il me semble que tu ne l'as pas dit, Joseph, alors que c'est peut-être l'un des plus importants, à Renaud. Specialized. À Renaud, Et à Renault. à C'est vrai, Renaud, putain, Renault. à Je suis Renaud que désolé, mon Joseph a Renault. honteusement oublié, qui C'est vrai. nous a vraiment énormément aidé Et c'est presque le plus important. Tu as totalement raison. sur la saison et à qui on remercie tous les trois du fond du cœur. Merci aussi à nos partenaires Specialized et Winamax, sans qui on ne serait pas là aujourd'hui. Et qui nous ont bien sauvé la mise cette saison parce que c'était pas gagné que ça reprenne, hein, on vous l'avait expliqué, on vous avait pas menti. Donc merci à eux et surtout merci à vous d'être toujours de plus à nous regarder. On s'est régalé cette année avec cette interaction en live, c'est ce qui nous manquait un peu et franchement on s'est régalé tout au long de la saison sur ces petites émissions avec vous, donc encore un grand merci les gars. Reposez-vous bien pendant 3 mois, peut-être un peu plus en tout cas. Bien évidemment qu'on se tient au courant sur tous nos nombreux réseaux. Et puis, bonne hibernation, les rollers. À très très vite sur tous nos réseaux. Ciao, ciao, bisous. Salut les gars. Ciao. Bye.